La proposition 9 est dédiée au pétrole. Ensuite, dans la proposition 11, on reprend cette question d'une manière plus large. La proposition 11 discute, si vous voulez, les arguments qui sont généralement invoqués pour justifier le trading automatique. L'argument essentiel, c'est de dire que le trading automatique permet d'alimenter la liquidité du marché. C'est-à-dire que ça fait en sorte que vous avez en permanence beaucoup d'offres et beaucoup de demandes, qui fait que si vous arrivez sur le marché et que vous avez besoin d'exécuter un ordre rapidement, eh bien ça pourrait être fait assez vite, grâce justement au flux d'ordres que rend possible, par exemple, le trading automatique. Alors un marché liquide, il y a plusieurs manières de comprendre ce que ça veut dire. Ça peut être un marché sur lequel il y a un volume important de transactions tous les jours. Ça peut être un marché sur lequel ce qu'on appelle le bid-ask, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un actif, est très faible. C'est-à-dire que moins l'actif est liquide, moins le marché est liquide, c'est-à-dire que moins il y a un volume important de transactions, plus la distance entre le prix d'offre et le prix d'achat, le prix de vente et le prix d'achat d'un actif peut être importante. Alors, ce qu'on appelle le bid-ask spread, c'est une mesure possible de la liquidité d'un marché. Voilà, si j'ai un tableau de Rembrandt dont je veux me débarrasser, il va être très peu liquide, parce que ça va me prendre beaucoup de temps pour réussir à le vendre. Je vais devoir aller le mettre aux enchères chez Drouot, convaincre les spécialistes qu'il ne s'agit pas d'une croûte, mais d'un vrai tableau de Rembrandt, etc. Et donc, ça va me prendre plusieurs mois avant de réussir à le vendre. Si j'ai un billet de 100 euros, il a une valeur libératoire immédiate. Donc, le billet est beaucoup plus liquide, infiniment plus liquide qu'un tableau de Rembrandt. Alors, entre un billet qui est parfaitement liquide et un tableau de Rembrandt, il y a tout un continuum de situations intermédiaires. Aujourd'hui, si je vais par exemple sur le marché d'échanges internationaux, ils sont très très liquides. Bon. Mais si en 2008 je vais sur le marché, disons, des actifs titrisés subprime, il est devenu très très peu liquide. Et donc, si je veux vendre à ce moment-là ces actifs parce que je crois qu'ils ne valent plus rien, je vais avoir beaucoup de mal à trouver des acheteurs. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'un des arguments favoris pour justifier le trading à haute fréquence, trading algorithmique, c'est qu'il permet d'alimenter la liquidité. Et ce qu'essaie de montrer la proposition 11, c'est que cet argument n'est pas tenable. Une manière simple de le comprendre, c'est de dire, voilà, en 2008, on a bien vu, en réalité, ce type d'investisseurs sur les marchés, enfin d'opérateurs financiers, ceux qui fonctionnent avec des algorithmes automatiques, et aussi un certain nombre de market makers, c'est-à-dire d'opérateurs qui interviennent essentiellement pour alimenter la liquidité, ils ne le font que par beau temps, quand tout se passe bien. Mais le jour où il y a une tempête, ils ne sont plus là. Et donc, en réalité, ils n'apportent aucune garantie sur la liquidité du marché. Hein, comme je le disais tout à l'heure, la seule institution qui apporte une véritable garantie de liquidité, c'est la Banque centrale. Voilà. Donc, alors la proposition 11 fait une préconisation concernant le trading haute fréquence. Elle dit, voilà, il faut pouvoir identifier les marchés financiers sur lesquels la part des investisseurs, des opérateurs financiers, disons, qui font du trading automatique excède, disons, 50%. Ce sur quoi la communauté scientifique est en train petit à petit de converger, c'est l'idée qu'au-delà de 50%, disons, la part du trading automatique est tellement importante que ça devient extrêmement dangereux. Pourquoi? C'est ce qu'on a vu lors du mini-crack éclair du 6 mai 2010. Le 6 mai 2010, aux États-Unis, il y a eu un crack qui a duré quelques heures, pendant lesquelles vous avez toute une série de titres boursiers qui ont perdu énormément de leur valeur en quelques minutes. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez plusieurs logiciels de trading automatique qui sont en quelque sorte entrés en résonance en quelques minutes et qui ont passé des millions d'ordres de vente, les uns en même temps que les autres, en quelques secondes, qui ont fait s'écrouler les titres d'un certain nombre de valeurs boursières. Et le temps que les êtres humains, les traders qui sont derrière ces ordinateurs ne réagissent, le mal était déjà fait, le crack éclair avait déjà eu lieu. Et il a fallu ensuite quelques heures pour remonter la pente, le temps que, disons, les marchés financiers reprennent leurs esprits. Alors, ce type d'expérience extrêmement déroutante a échaudé pas mal d'investisseurs, mais aujourd'hui, la part, disons, du trading automatique continue d'augmenter dans le volume des transactions financières. Pourquoi? Parce que les grandes banques du secteur bancaire, disons, atlantique, ont compris qu'elles ont les moyens d'investir dans des algorithmes de plus en plus performants, avec des ordinateurs de plus en plus gros. Elles s'installent elles-mêmes physiquement, elles installent leurs salles de marché près des lieux d'exécution, donc par exemple près des lieux où se trouvent les chambres de compensation, pour minimiser la distance qui sépare l'ordinateur qui exécute le programme avec le lieu où il est effectivement enregistré, puisque les enjeux sont de l'ordre de la microseconde. Voilà. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est
Il faut pouvoir identifier les marchés sur lesquels le trading automatique a pris une importance supérieure, disons, à la moitié du volume. Et probablement, sur ces marchés-là, pénaliser très fortement le trading automatique. Comment le faire? Il y a plusieurs manières de le faire. On peut imposer une taxe sur les revenus engrangés grâce au trading automatique. On peut également mettre un pas de temps minimal entre deux exécutions d'ordre. Si on dit que le pas de temps minimal que le même opérateur financier, qu'un opérateur financier doit respecter entre deux opérations, si on dit que ce pas de temps minimal c'est par exemple la demi-seconde, alors le trading automatique est mort. Parce qu'il ne fonctionne que sur la possibilité qu'il a de jouer, disons, entre la milliseconde et la microseconde. Bon. Si on demande qu'on puisse réactualiser son portefeuille, ses positions de portefeuille que toutes les demi-secondes, le trading automatique perd complètement de sa pertinence. Voilà, il y a des manières de neutraliser comme ça le trading automatique, et disons la position globale qu'on prend dans la proposition 11, c'est sinon d'interdire franchement le trading automatique, du moins de lui mettre des garde-fous, surtout sur les marchés où on constate qu'il a pris une importance démesurée, de manière qu'il puisse cesser d'exercer une menace terrible sur l'ensemble du marché financier, puisque, d'une certaine manière, tous ces robots qui font du trading ensemble échappent assez largement au contrôle des traders, des êtres humains qui sont derrière. On l'a vu le 6 mai 2010. Les autres points qui sont abordés par la proposition 11 concernent ce qu'on pourrait appeler de manière générale la gestion du risque. Le premier diagnostic, c'est que l'une des raisons pour lesquelles la plupart des banques ont pris des risques démesurés entre 2001 et 2007, c'est que vous avez une espèce de conflit d'intérêts à l'intérieur même de la banque autour du département dit le contrôle des risques. Une banque, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le front office, c'est-à-dire des opérateurs financiers, ceux qui sont avec leur téléphone et leurs ordinateurs toute la journée, et puis un département de contrôle des risques qui est chargé d'évaluer la dangerosité des prises de position agrégées de tous les opérateurs de la banque. Si le contrôle des risques fait correctement son métier, en principe, la banque ne prend jamais de grandes positions extrêmement dangereuses. La difficulté, c'est qu'il y a un certain nombre de stratégies mises en œuvre par les opérateurs financiers qui sont extrêmement complexes, qui font appel à des modèles mathématiques sophistiqués, et que pour que le contrôle des risques puisse faire convenablement son métier, il faudrait qu'il ait le même type de savoir-faire, le même niveau de savoir-faire technique que les opérateurs financiers et les ingénieurs financiers qui travaillent pour eux. Or, ce qu'on constate, de facto, c'est que souvent, on met dans les contrôles des risques soit des seconds couteaux, soit des jeunes professionnels qui n'ont pas la même expérience que ceux qui travaillent sur le front, et dont la première ambition, c'est un jour d'atterrir au front office, de pouvoir être aussi opérateur sur les marchés financiers, parce que les rémunérations au front office n'ont rien à voir avec celles que l'on offre en général dans le département de contrôle des risques. Du coup, il y a un véritable conflit d'intérêts, c'est-à-dire que moi, je suis contrôleur des risques dans une banque. Si je veux un jour pouvoir passer au front, dans la vie réelle, si je peux dire, j'ai tout intérêt à être assez conciliant vis-à-vis de mes futurs potentiels employeurs. Donc, je vais être relativement gentil sur la manière dont je vais évaluer la dangerosité des prises de position du contrôle des opérateurs financiers. Donc ça, c'est un premier problème. Donc la proposition 11 dit, en gros, il faudrait pouvoir favoriser les carrières à l'intérieur de la banque dans le département de contrôle des risques, favoriser le flux, disons, du front office vers le contrôle, du contrôle vers le front, etc. De manière à limiter l'impact de ce conflit d'intérêts. Le deuxième point sur lequel prend position la proposition 11, c'est tout ce qui concerne les modèles mathématiques en finance. Là, il y a deux sujets. Le premier, c'est la mesure du risque. Pour dire les choses très simplement, aujourd'hui, la plupart des banques utilisent une mesure du risque qu'on appelle la value at risk, qui consiste à regarder le montant des pertes qui peuvent être infligées par une catastrophe avec une certaine probabilité. En fait, ce que l'on sait depuis longtemps, c'est que ce type de mesure de risque a des très mauvaises propriétés et qu'il existe d'autres mesures alternatives qui sont beaucoup plus performantes, qui permettent une gestion beaucoup plus sage et prudente d'un portefeuille. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais disons la proposition dit et redit, il est indispensable de jeter à la poubelle cette value at risk, qui est une très mauvaise mesure du risque, et de lui substituer des bonnes mesures du risque, qui sont en plus très connues. La raison pour laquelle c'est difficile pour le secteur bancaire de se convertir à ces autres mesures du risque, qui pourtant sont très connues et dont tout le monde reconnaît qu'elles sont beaucoup plus performantes, c'est que le phénomène des taches solaires sur les marchés financiers rend
intrinsèquement les banques conservatrices. Pourquoi? Parce que sur un marché, vous ne pouvez jamais avoir raison tout seul. Si tout le monde croit que demain l'euro va s'effondrer, alors si vous avez des euros dans votre portefeuille, le mieux que vous ayez à faire, c'est de vendre des euros. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre de l'argent. Donc même si vous pensez qu'une analyse approfondie permettrait d'arriver à la conclusion qu'il n'y a aucune raison pour que l'euro s'effondre, il suffit que vous soyez persuadé que tout le monde croit que l'euro va s'effondrer pour que vous vendiez et que vous participiez à la panique qui va faire s'effondrer l'euro. Alors c'est ce type de prophétie autoréalisatrice qui rend les marchés complètement incontrôlables. Un exemple très connu, c'est lorsqu'en 2002, George Bush avait rendu une visite protocolaire au Japon. George Bush avait fait une déclaration publique à la presse après la rencontre avec le Premier ministre. Et puis, parce que son lexique est assez limité, il avait confondu la déflation et la dévaluation. Alors, ce qui est vrai, c'est que le Japon, depuis le début des années 90, est enfoncé dans une déflation terrible, parce que le Japon a connu au début des années 90 une espèce de répétition générale de la crise des subprimes, mais qui ne s'est pas étendue à la totalité de la planète, parce qu'à l'époque, le Japon n'avait pas titrisé les dettes des ménages japonais. Donc, l'implosion a été circonscrite au Japon. Le Japon s'est enfoncé dans la déflation et depuis 20 ans ne sait pas comment en sortir. Alors en 2002, George Bush rend visite au gouvernement japonais, au Premier ministre, et puis il fait une déclaration et il dit voilà, le Japon est dans une dévaluation terrible. Il voulait dire le Japon est dans une déflation terrible. Mais comme il a fait ce lapsus, tous les marchés financiers écoutent ce que dit George Bush et se disent oh là là, il est en train de nous annoncer que le yen va être dévalué. Donc le yen va baisser. Tout le monde se met à vendre du yen. Et le yen s'écroule en quelques heures. À telle enseigne que le Premier ministre du Japon est obligé de faire une contre-conférence de presse pour expliquer non, 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 pas du tout. En fait, bon, le lexique du président des États-Unis est assez limité. Il a fait un lapsus. Il voulait parler de déflation japonaise. Il est hors de question qu'il y ait une dévaluation du yen aujourd'hui. Et en quelques heures, le yen est remonté, comme si de rien n'était. Donc ça, c'était typiquement ce phénomène de prophétie autoréalisatrice qui n'arrête pas de ravager les marchés financiers tous les jours. La raison fondamentale pour laquelle il est si difficile pour les banques aujourd'hui de changer de mesure du risque, c'est que le caractère, disons, mimétique des transactions qui fait que les prophéties autoréalisatrices se réalisent. Si tout le monde croit que quelque chose va arriver, alors ce quelque chose arrive, fait que vous ne pouvez pas changer tout seul de mesure de risque. Parce que à ce moment-là, vous êtes seul sur le marché à avoir ce type de représentation du risque et vous risquez de perdre de l'argent. C'est la même raison qui fait que les banques continuent d'utiliser des modèles mathématiques, même de valorisation d'actifs, qui sont complètement faux, parce qu'ils sont tous construits sur ce qu'on appelle le mouvement brownien, c'est-à-dire sur un certain type de processus aléatoire dont on sait qu'il ne rend pas compte fidèlement des cours sur les marchés financiers. Alors, en fait, ceci est parfaitement documenté, tout le monde le sait. Les universitaires ont développé des modèles de mathématiques financières alternatifs, beaucoup plus performants que ceux qui sont utilisés par les banques, mais les banques ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'aucune banque ne veut être la première à changer de modèle. Parce que si elle change de modèle, elle sera toute seule à avoir ce type de valorisation d'actifs et elle va se mettre à perdre de l'argent. Oui. Une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi les banques sont aussi conservatrices. Leur problème n'est pas, d'élire quel est le vrai titre financier qui est le plus intéressant, le plus prometteur, etc. C'est de participer à un concours de beauté très spécial dans lequel la question n'est pas quelle est la femme la plus jolie, mais quelle est celle dont vous croyez que tout le monde pense qu'elle est la plus jolie. Alors même si intrinsèquement vous êtes persuadé que c'est un laidron, si vous pensez que tous vos petits collègues et tous vos petits camarades sur les marchés financiers croient que c'est la plus belle, c'est pour elle que vous allez voter. Et c'est elle qui sera élue. Oui. Voilà. Donc même si vous savez très bien que les modèles de mathématiques financières que vous utilisez sont très mauvais, tant que vous pensez que tout le monde pense que c'est cela qu'il faut utiliser, vous continuerez de les utiliser. Donc ce que dit la proposition 11, c'est malgré tout, il faut absolument changer de modèle, changer les modèles mathématiques utilisés en finance et autoriser le régulateur à avoir un droit de regard sur les modèles qui sont utilisés par les banques, de manière à les obliger à utiliser des modèles moins idiots que ceux qui sont actuellement utilisés.